Bonjour Didier Vellozo, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc le président exécutif de GS1 France. Il faut commencer par présenter GS1, organisation internationale à but non lucratif. Ça sert à quoi GS1 ? C'est quoi ? Alors GS1, c'est une organisation effectivement internationale, neutre et à but non lucratif. Ouais. On est présent dans 150 pays. On a été créé il y a 50 ans par des entreprises justement qui voulaient régler un problème simple, développer un langage commun pour mieux communiquer, mieux échanger, donc faciliter les échanges entre partenaires commerciaux. C'est de là qu'est né GS1, l'organisation internationale. Alors GS1, c'est un langage commun qui est défini justement par ces entreprises. Vous parlez de standards, c'est ça ? Tout à fait, donc des standards qui sont développés au sein de GS1, qui est une plateforme de collaboration très forte. Et ces standards, qu'on appelle des standards GS1, en fait, ils servent à identifier principalement pour mieux échanger. Identifier, ça veut dire quoi ? Grâce au standard GS1, on est capable d'identifier un produit, par exemple, de façon unique. On a une façon de le décrire, on lui attribue un code, et ce code va ensuite suivre la vie du produit tout au long de la chaîne de valeur et va ainsi être échangé entre plusieurs mains. Un point important, c'est que ces standards GS1 sont interopérables, et ouverts au plus grand nombre. Ils sont universels, évidemment. Et c'est important parce que ainsi, ils peuvent être utilisés par le plus grand nombre, ce qui facilite la digitalisation et l'automatisation des échanges. Ouais. Donc c'est vraiment un langage commun international qui favorise aussi, évidemment, le business et le commerce dans le monde. On va beaucoup parler du code barre. C'est le meilleur exemple. D'ailleurs, il fête ses 50 ans. Il y en a d'autres, on y viendra, mais c'est le meilleur exemple, le code barre. C'est le plus connu, en tout cas. C'est le plus connu par le plus grand nombre parce que ça fait 50 ans qu'on voit le code barre GS1 présent notamment sur nos emballages. Il suit encore une fois toute la vie du produit. Ce code barre GS1, c'est un code qui est lisible sur toute la chaîne de valeur et qui va permettre notamment pour les consommateurs que nous sommes de passer plus rapidement en caisse, par exemple. Parce que dès qu'il est scanné, on entend un bip et le prix s'affiche. Et ce bip, on l'entend 10 milliards de fois par jour dans le monde. C'est vous dire l'impact important et le rôle important qu'a GS1 au niveau mondial dans l'identification pour mieux échanger. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce code barre ? Je me suis toujours posé la question, parce qu'effectivement, moi je vois le prix qui s'affiche, très bien, ça correspond à ce que j'avais vu en rayon, super. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors le code barre, c'est ce qu'on voit évidemment, ce qui est le plus visible, c'est aussi un standard GS1 bien évidemment. Vous pouvez lire en dessous un code, et qui est le code unique dont je vous parlais à l'instant, qui va permettre d'identifier de manière unique et non ambiguë ce produit tout au long de la chaîne de valeur. Et le code barre, c'est en fait une façon de traduire ce code, tout simplement, qui va être lisible plus rapidement par les machines et qui va renvoyer à toute une série d'attributs, d'informations produits qui seront ensuite utilisés à bon escient en fonction de là où on se trouve dans la chaîne de valeur, à la caisse. Ce qui intéresse surtout, c'est le prix, et c'est ce qui ressort, et c'est là où on entend un bip pour dire, voilà, on a bien enregistré ce produit, et le prix qui aura été pré-renseigné évidemment par l'enseigne apparaîtra directement en caisse. Alors, on a ce code barre, il y a déjà pas mal d'informations dedans, il existe depuis 50 ans, il fête ses 50 ans, vous nous l'avez dit, mais vous êtes, et vous l'avez annoncé récemment, en train de préparer le passage, la transition vers le QR code augmenté. Alors le QR code, là aussi, on sait ce que c'est, nous, consommateurs, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans ce QR code augmenté qui va remplacer progressivement le code barre ? Alors, un QR code, d'abord, il faut se dire que le QR code aura les mêmes informations qu'un code barre. Il faut garder à l'esprit qu'au niveau mondial, on a 1 milliard de produits qui ont un code barre. On ne change pas le code barre comme ça. D'ailleurs, on s'est donné 5 ans minimum pour faire cette transition. Très bien. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, il y aura les deux sur les paquets, il y aura le QR code et le code barre. Absolument, absolument. On aura les deux qui vont cohabiter pendant un certain nombre d'années, le temps de s'assurer que, notamment les lecteurs, tout au long de la chaîne de valeur, seront en mesure de lire le nouveau QR code. Une fois qu'on a planté ce décor-là, ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que le QR code aura les mêmes informations
qu'un code barre classique. Ce qu'il apportera de plus, c'est un accès au monde infini du web. Donc, il permettra aux marques, notamment, de donner énormément d'informations aux consommateurs. Et il va permettre de gérer à la fois de la donnée dynamique et de la donnée statique, c'est-à-dire de l'information beaucoup plus riche et de l'information dont on aura besoin, notamment pour des cas d'usage d'économie circulaire. Oui, alors justement, on va parler, il y a aussi une notion de transparence pour le consommateur, parce que moi, le code barre, je ne peux pas le lire, alors que le QR code, je pourrais le faire avec mon téléphone. Ça, on va y revenir plus tard, mais l'économie circulaire, effectivement, c'est au cœur de notre entretien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'amélioration? Parce que quand j'ai commencé à me pencher sur cette interview, je me suis dit, mais quel rapport avec l'économie circulaire? En quoi ça va pouvoir accélérer le développement de l'économie circulaire? Alors, vous l'aurez compris, au cœur du business de GS1, il y a l'information, il y a la donnée produit, et plus précisément la donnée produit standardisée. Pour accélérer la part de circularité dans notre économie, on va avoir besoin d'une information produit beaucoup plus riche, dont la nature va aussi évoluer. Et cette information, il faudra qu'on la mette à disposition de l'ensemble des personnes de la chaîne de valeur, mais également des consommateurs, pour que lui aussi puisse choisir, consommer en connaissance de cause. Donc, il faut bien d'abord garder ça en tête pour se dire que ce QR code, eh bien, contrairement au code barre, va permettre tout ça. Il va permettre de donner accès à beaucoup plus d'informations produits. Il va aussi permettre d'avoir de la donnée produit de nature différente et surtout, comme vous l'avez dit, donner accès à cette information aux consommateurs. J'entends ça, mais concrètement, comment la seconde, parce que là on parle d'économie circulaire, donc on passe du j'achète, je consomme, je jette à j'achète, je consomme et je donne une seconde vie et peut-être une troisième vie, etc. Alors, qu'est-ce que ça change? Pourquoi j'ai besoin d'un QR code pour ça? Alors d'abord vous aurez besoin j'insiste bien, beaucoup plus d'informations. Prenons le cas très concret du recyclage. Alors c'est très important de pouvoir mettre le bon plastique dans la bonne poubelle. Encore faut-il qu'au niveau du tri, les machines soient capables d'identifier le type de plastique pour que ce plastique-là soit trié au bon endroit. D'accord ? Sinon, tout l'effort qui aura été fait sur l'ensemble de la chaîne n'aura servi à rien. Donc, il est important qu'on définisse de quelle information on va avoir besoin, de quelles données produits en amont, collectivement, avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, on va avoir besoin, du début jusqu'à la fin, pour qu'on sorte d'un modèle qui est de produire, de consommer, de jeter, à un modèle où on va produire avec du plastique recyclé, on va consommer et on va favoriser encore le recyclage parce qu'on aura mieux identifié le type d'emballage, le type de plastique, etc. Je pense, économie circulaire, je pense au gaspillage alimentaire, par exemple. Est-ce que là aussi, il y a un avantage à passer du code barre au QR code augmenté? Absolument, parce que le QR code augmenté, comme on le disait tout à l'heure, va permettre d'avoir ce qu'on appelle de capturer de l'information dynamique. Et cette information, un exemple d'information dynamique, c'est la DLUO, la date limite d'utilisation. Eh bien, dans les mois et années qui suivent, on va être capable de mettre cette information dans le QR code, de telle sorte que les distributeurs seront en mesure de gérer leur promotion, par exemple, au moment où on passera en caisse, et de favoriser ainsi l'anti-gaspillage, parce qu'ils pourront, par exemple, donner une petite ristourne à un produit dont la date limite d'utilisation est très proche. Et puis, donc, il y a cette transparence vis-à-vis du consommateur qui est importante à mettre en avant. Toutes ces informations dont vous parlez, elles seront disponibles pour les consommateurs, avec leur téléphone. Encore une fois, il va falloir qu'on continue d'enrichir la façon de décrire un produit, qu'on se mette bien d'accord, et c'est le rôle de GS1 avec la collaboration et le travail que nous faisons avec nos adhérents. Une fois que ces standards sont enrichis et qu'ils sont déployés par le plus grand nombre, alors oui, nous serons capables de mettre tout ça en place.
Mais ça existe déjà. Il y a un QR code, il y a des marques qui enrichissent leur expérience client pour reprendre la formulation grâce au QR code. Bien sûr. Et justement... Ce que vous dites, le monde infini du web, on pourra avoir des vidéos, on pourra accéder à tout ça. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est déjà possible avec des QR codes qui ne sont pas des QR codes GS1. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on insiste autant sur les avantages du QR code augmenté GS1, qui lui a toutes les informations, je dirais, logistiques, qui permettront d'avoir et des données, toutes ces nouvelles données de numéro de lot, de date limite d'utilisation, qui seront capturées, mais qui permettront, comme n'importe quel QR code aujourd'hui, d'avoir un accès au monde infini du web. Est-ce que ça va coûter cher aux marques, aux magasins, par exemple? Vous vous dites que ça va nous prendre 5 ans, peut-être un peu plus, la transition. C'est justement pour, on va dire, digérer ces investissements? Alors non, c'est plutôt pour être sûr que... parce que là, on parle... Enfin, il faut garder en tête, quand je vous donnais le chiffre d'1 milliard de produits qui ont un code différent dans le monde, c'est se donner suffisamment de temps pour que nous puissions faire une transition qui ne pose aucun risque au niveau de la supply chain mondiale, je dirais. Parce que les enjeux sont évidemment très, très, très importants. Donc on s'est donné cette période de 5 ans pour être capable de lire. Ça veut dire que le code barre risque de cohabiter encore plus. Effectivement, on doit à la fois s'assurer que le code barre sera lisible, donc c'est plus le rôle des distributeurs et de l'ensemble de la chaîne de valeur. Et effectivement, en fonction du type d'information que les marques voudront capturer dans ce QR code, les investissements seront plus ou moins importants. Merci beaucoup Didier Veloso, à bientôt. Merci à vous. Sur Bismart, c'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle sobriété énergétique dans 2 secteurs, le tourisme et l'immobilier.